On ne laisse pas bébé dans un coin. Non, on ne laisse Dis-moi. pas bébé dans un coin. Ah non, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah non! Non, c'est mon passage préféré. Moi, j'ai pas le temps. Ah non, non, non. Désolé de vous interrompre, les copains. Vous êtes vraiment pas sympa, hein. Là, vous êtes dur. Bonjour à tous! Je suis contente de vous présenter cette nouvelle vidéo qui est un update lecture de ce que j'ai lu en novembre. Bon, je ne vais pas tout vous présenter parce qu'il y a certains livres que je me réserve pour une vidéo spéciale à paraître en décembre. Vous en saurez bientôt plus. Et puis, je ne sais pas si vous remarquez un peu, mais l'ambiance est un peu particulière. Je tourne de nuit. Pour des raisons d'agenda, je ne peux pas la faire dans la journée. Donc voilà, ça crée peut-être un climat particulier. Bon, mais mes ampoules intelligentes sont plutôt pas mal. Elles font une lumière assez bien. Bon, elles mettent pas mes traits en avant, hein. Ça me flatte pas trop. Mais bon, on est là pour parler lecture et je vous fais pas un tuto beauté, donc ça devrait bien se passer. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que je vais vous présenter dans cette vidéo? Charcot de Franck Tilliez, là j'ai l'édition Françoisir. Heartless de Marissa Meyer, là c'est la version originale, donc c'est aux éditions Farewell and Friends. Maxime Chatham avec L'appel du néant aux éditions Albin Michel. Le troisième tome de la sélection L'élu, la lumière, non, on ne voit pas trop, voilà, chez Robert Laffont dans la collection R. Et enfin, Sade de Daniel Desmarquez aux éditions Le Seuil. Ou Seuil, tout simplement. Let's go! Franck Tilliez est un auteur de thrillers français incontournable dont le héros principal de la plupart de ses romans est Franck Charcot, un flic borderline attachant. Ses livres sont traduits dans le monde entier. Lucie Hennebel, flic au 36 quai des Orfèvres, tue accidentellement un homme chez lui. Rentrée illégalement et en dehors d'une procédure légale, elle est anéantie. Son compagnon et coéquipier, Franck Charcot, prend les choses en main et n'a pas d'autre choix que de maquiller le crime et de récupérer l'enquête. Mais la victime n'est pas un simple quidam et cette mission va s'avérer bien plus noire et dangereuse qu'il ne le pensait. Entre la quête de vérité et l'adieu à leur intégrité, Hennebel et Charcot vont devoir jouer serré au risque de tout perdre. Oh là 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 là! Alors je peux vous dire qu'en termes d'intrigue, alors là, on a affaire à du lourd, et même du méga lourd. J'aime beaucoup les thrillers de Franck Tilliez, ça fait plaisir d'avoir des auteurs français aussi doués dans ce genre littéraire, que j'affectionne particulièrement. Il a l'art de mettre en place une intrigue complètement dingue et surprenante. Et Charcot ne fait que confirmer mon admiration. Les premières pages commencent très très fort. Ça, vous pouvez me faire confiance. Non mais ce prologue, il est juste ouf, complètement fou. Une vraie tuerie, sans mauvais jeu de mots. Et je ne vous parle même pas de l'enquête. Si angoissante, nous sommes sans cesse sous tension. J'ai eu l'impression d'être en apnée, pendant toute ma lecture. Car même si Lucie et Franck ont commis un acte grave en tuant un homme et en faussant délibérément les investigations, il n'en reste pas moins des personnages attachants, humains et ayant la volonté de faire le bien. Le bien, me direz-vous? C'est une des questions du roman. Où est la limite? À quel moment franchit-on la ligne? C'est aussi pour ça que j'aime les romans de Franck Tilliez. Même s'ils sont sombres, et même terriblement sombres, l'humain est aussi très présent au travers des relations de couple, de famille, de collègues aussi. Charcot propose aussi une réflexion sur le capitalisme et de ses travers, notamment dans le secteur de la santé. Laboratoire pharmaceutique, argent, on se comprend.
C'est également une histoire de sang que nous livre Franck Tilliez, un thème récurrent dans ses romans, dont maladie, vache folle, cannibalisme. Ce livre glace le sang. C'est principalement pour ses chroniques lunaires inspirées des célèbres contes comme Réponse, Blanche-Neige, Cendrillon ou encore Le Petit Chaperon Rouge que Marissa Meyer s'est fait connaître dans le monde littéraire. Avec Heartless, elle joue à nouveau avec une histoire on ne peut plus célèbre. Catherine est la plus talentueuse pâtissière du pays des merveilles. Elle rêve en secret d'ouvrir sa pâtisserie, mais la marquise et le marquis, ses parents, ont d'autres projets pour elle, puisque le roi de cœur la veut pour épouse. Et pour ne rien arranger, la jeune femme fait la rencontre du mystérieux et séduisant Jess, qui n'est autre que le fou du roi. Son cœur s'emballe. Bien décidée à choisir ce qui est le mieux pour elle, Catherine va se rendre compte que dans un pays où règne la magie, la folie, mais aussi les monstres, le destin se moque bien de ses désirs. Oui, 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 oui. C'est un coup de cœur. Ça s'appelle Heartless, je sais, mais ce n'est pas de ma faute. J'ai adoré ce roman. Et au passage, je remercie Two Face Lizzie pour m'avoir fait découvrir la version originale si belle, car la version française est beaucoup moins jolie. Et j'aurais été déçue de ne pas avoir ce bel objet qui contient une si belle histoire. Non mais ça va, détends-toi, c'est qu'un bouquin. Hein. Ah, ça va. Vous l'avez sûrement compris, il s'agit du même pays des merveilles qu'Alice. Avec ce magnifique, 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 magnifique roman, Marissa Meyer nous conte ce qui a conduit la terrible reine de cœur à être si cruelle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle le fait à la perfection. Ce livre est un énorme coup de cœur pour moi. Bon bah ça va, on a compris. Hein. Mais le relou celui-là. Je suis tombée amoureux de ce roman. À travers un style agréable et envoûtant, nous retrouvons avec grand plaisir l'univers d'Alice et ses personnages comme le lapin blanc, le Cheshire Cat ou encore le chapelier fou. Mais surtout, on y découvre la reine sous un autre jour, puisqu'il s'agit d'une femme très humaine et des rêves plein la tête et qui tombe éperdument amoureuse. Et comment ne pas la comprendre? Jess est un personnage extraordinaire. J'ai beaucoup aimé son apparition dans l'histoire. Spectaculaire. On a envie d'avoir un amoureux comme lui. Pour en revenir à Catherine, c'est une héroïne très bien construite, qui nous émeut, nous fait sourire, nous attendrit et nous agace aussi parfois. Je suis passée par tant d'émotions en dévorant les pages de Heartless, de la joie, voire l'hystérie, à la frustration, la colère et la tristesse. Même si je savais pertinemment qu'une tragédie s'annonçait, oui, parce qu'il faut forcément une tragédie pour devenir aussi mauvaise que la reine de cœur. J'ai gardé l'espoir jusqu'au bout. C'est pourquoi je suis sincèrement bluffée par le talent de l'auteur. L'histoire est on ne peut plus crédible et il est fort probable que Lewis Carroll lui-même aurait apprécié cette proposition. Lisez ce roman. En plus, c'est la bonne période pour ça. Et moi, je vais vite me mettre aux chroniques lunaires. Maxime Chatham est un auteur que je ne vous présente plus. Vous savez qu'il fait partie de mes auteurs chouchous. J'ai d'ailleurs proposé récemment une vidéo sur le top 5 de mes livres préférés. Son dernier opus, L'appel du néant, est paru le 8 novembre. Un homme retrouvé en morceaux sur les rails du RERD en banlieue parisienne, c'est une nouvelle enquête pour l'ASR menée par Ludivine Vanker et son équipe. Lorsqu'ils doivent collaborer avec la DGSI, Ludivine sent que quelque chose cloche. Ils ne sont pas seulement face à un monstre, mais devant une menace bien plus grande. Et quand Ludivine est enlevée, il n'y a plus de temps à perdre. Le compte à rebours a commencé. Ce roman n'a pas dû être simple à écrire pour l'auteur. Pas simple non plus à lire pour le lecteur.
La raison est simple, il semble bien trop réel. Abordant le sujet du terrorisme, on ne peut faire que le rapprochement avec ce que nous vivons actuellement. Et Maxime Chatham a bien su ancrer son histoire dans ce climat où règne la psychose. Nombre de ses livres ont cette particularité, à travers la force de son écriture, de sembler réels, et il est plus facile d'avoir du recul face à une histoire qui n'entre pas, ou moins, en résonance avec la nôtre. L'appel du néant a de ce fait cette dimension particulière par rapport à ses autres romans. Il nous touche tous. Et c'est d'autant plus fort car on n'a pas besoin de faire preuve de beaucoup d'imagination pour se mettre à la place des personnages. L'impact de l'authenticité et de la crédibilité du roman passe aussi par les nombreuses informations sur la technologie et les nouveaux procédés mis en place dans le cadre d'enquêtes criminelles. C'est une mine d'informations enrichissantes que partage avec nous Maxime Chatham, comme à son habitude. Il y a une volonté de renseigner sur l'évolution de ces techniques destinées à résoudre les plus noirs forfaits. Enfin, on ne peut aussi que garder à l'esprit, lors de cette lecture, le stress et la pression qui incombent aux forces de l'ordre à qui est dédié ce livre, en plus des enseignants et des victimes des attentats. C'est pareil pour Kirakas, je ne vous la présente plus. Je vous en ai parlé plusieurs fois, que ce soit sur le blog ou sur la chaîne, puisque de cet auteur, j'ai déjà lu le tome 1 et 2 de la sélection, ainsi que La Sirène, qui reste mon roman préféré de Kirakas. Il ne reste que 4 candidates dans la sélection. Amoureuse de Maxon, America reste toutefois effrayée à l'idée de lui avouer son amour. Est-ce que le prince ne préférera pas une autre candidate ? D'autant plus que le roi, qui ne l'apprécie pas du tout, souhaite s'en débarrasser au plus vite. Mais l'heure du choix a sonné, et Maxon doit choisir la femme qui deviendra la future reine. Pendant ce temps, les renégats désirent plus que jamais détruire le royaume et menacent le bon déroulement de la compétition. Bon, c'est pas l'extase, hein. J'avoue ne pas avoir brûlé d'impatience de retrouver America, mais rassurez-vous, je n'ai pas eu l'envie de lui exploser la tête comme dans le deuxième tome. Mais elle m'exaspère quand même. Même si l'histoire est intéressante en soi, rappelons qu'il s'agit d'une dystopie dans laquelle une société de caste a été instaurée suite à la chute des États-Unis 300 ans après notre époque. Le style d'écriture reste abominablement plat. Alors ça se lit bien et très vite, aucun problème, mais je ne me régale pas. Vraiment, j'ai juste envie de savoir la fin et basta. Je suis frustrée car je ne comprends pas. Moi qui ai tant aimé La Sirène dont l'écriture est aimée bien meilleure, franchement ça a à se demander comment cette saga a rencontré autant de succès. Il reste encore 2 tomes et ma curiosité l'emporte. Je lirai la suite. Et comme il y a eu quand même, malgré tout, à la fin de ce roman, un épisode qui m'a surpris, je me dis que peut-être ça vaut le coup de poursuivre, il y a peut-être un petit peu d'espoir. De toute façon, en 2 jours maxi, c'est lu, alors... Daniel Desmarquez est un auteur français dont le roman Kafka et les jeunes filles, qui raconte la relation du célèbre auteur avec les femmes, a été récompensé par le prix Médicis Essai en 2002. Son roman Sad est paru en 2007. Sad et Sixty, 2 jeunes filles de 16 ans, partagent tout et sont inséparables. Elles ont aussi le même dégoût de ce monde si laid, Sad surtout, et elles dérivent vers des pensées si sombres que la réponse s'impose, en finir. Alors elles décident de le faire ensemble. Ce roman est très court et est en réalité un journal, celui de Sixty. Une confession noire expliquant comment 2 adolescentes ont flirté avec le vide. C'est aussi le récit d'une jeune fille sous l'influence d'une autre aux pensées et idées dévastatrices et toxiques. L'adolescence est une période charnière, fragile, un terrain fertile aux émotions exacerbées
pour le meilleur comme pour le pire. Et lorsque de mauvaises relations surviennent, le danger est réel. Le thème du suicide me fascine. C'est pourquoi ce roman m'a attiré immédiatement quand Two Face Lizzie, encore une fois, l'a présenté sur sa chaîne. Hélas, je crois que quand on a beaucoup d'attrait pour un sujet, les attentes sont telles que la déception n'est jamais très loin. Ce n'est pas que j'ai trouvé cette lecture désagréable, mais elle m'a laissé de marbre. Assez dérangeant au regard de la thématique abordée, vous en conviendrez. Je n'ai pas été touchée. C'est quand même la deuxième fois que ça m'arrive avec ce genre de sujet. Souvenez-vous, avec 13 Reasons Why. Mais si j'ai un cœur, arrêtez enfin! L'auteur pourtant explique bien comment Sixty et Sad en sont arrivés là. Leur dérive, leur obsession, leur peine, leur manque d'oxygène. Des scènes somme toute concrètes et plausibles. Je n'y ai probablement pas vu assez d'humains, malgré les relations amicales et parentales. Puis je crois que l'envie d'en faire trop dans le côté sulfureux m'a déplu. Le sexe est trop présent. Bien sûr, la sexualité est indéniable dans la vie des adolescents, souvent d'ailleurs liée à l'idée de mort. Mais comme le livre est très court, les scènes sexuelles sont trop rapprochées et prennent le pas sur l'essentiel selon moi. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. J'espère que vous avez trouvé des lectures sur lesquelles vous avez envie de vous jeter tout de suite maintenant. Et puis, s'il y en a que vous avez détesté ou même que vous ne voulez pas lire, n'hésitez pas à le dire aussi. Après tout, on peut tous dire. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et vous dis à très bientôt.